Alors, le premier orateur cet après-midi est M. Ould Mohammadou, qui est politologue et professeur invité ici à l'IHED. Il est aussi directeur du programme régional du Centre de politique de sécurité, comme cela a d'ailleurs déjà été dit. Alors, il est l'auteur de très nombreux ouvrages en tant que spécialiste d'Al-Qaïda et de la géopolitique du terrorisme, dont un ouvrage paru en anglais, Understanding Al-Qaeda, Changing War and Global Politics, paru en 2011, et puis un récent, je ne citerai que ces deux-là, un récent ouvrage sur la guerre au Mali, Comprendre la crise au Sahel et au Sahara, paru en français en 2013 aux éditions de la Découverte. Et M. Ould Mohammadou va nous parler des politiques de sécurité et géopolitique de l'islam. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup Madame Naef. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de parler, d'intervenir aussi après Abdullah Naïm, maître à penser pour beaucoup d'entre nous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet important événement, l'Institut, le professeur Burin, ça a été mentionné. C'est un grand plaisir d'être ici, de voir l'Institut poursuivre ce type de thématique. Le CCDP, je remercie Oliver qui est intervenu un peu plus tôt, l'Association suisse pour le dialogue euro-arabe-méditerranéen, Knus Razeli, et également le Centre Jacques Berck ainsi que le GCSP qui soutient avec grand plaisir cette initiative. Malheureusement, Ricardo Bocco n'est pas avec nous, effectivement, j'espère qu'il le sera demain. J'ai eu le plaisir de parler de cette initiative avec lui, d'accompagner cette réflexion au cours de l'année écoulée, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vois ceci aboutir. Mais je tiens surtout à remercier et féliciter le véritable maître d'œuvre de cet événement, c'est-à-dire mon ami Reda Benkiran, qui, avec beaucoup de travail, a réussi à rassembler ici un certain nombre d'entre nous, beaucoup d'amis, beaucoup de collègues que je vois dans la salle, pour une réflexion dont j'espère qu'elle sera fructueuse. Bravo et félicitations à nouveau Reda, et je profite de cette occasion pour me permettre de reconnaître aussi, je crois publiquement, le travail de réflexion et de militantisme que Reda a apporté ces dernières années pour une refondation de la réflexion sur ces thématiques dans la région et au-delà. Je voudrais aborder avec vous et partager quelques réflexions sur une dimension qui est souvent absente de ce travail sur la citoyenneté, sur l'islam, sur l'islamisme. On vient d'en entendre quelques réflexions dans le printemps arabe et au-delà, et porter ces thématiques à cette discussion, puisque je pense que c'est, pour le dire de but en blanc, je crois que c'est une erreur que de mettre la question sécuritaire à la périphérie de cette discussion. Je crois qu'elle est au centre de cette discussion, et je vais développer quelques arguments en ce sens, pour identifier mon argumentaire de manière assez directe, non seulement de replacer au centre le sécuritaire dans cette discussion, mais également le traiter de manière universelle, pas forcément contextualisée régionalement ou culturellement. La réflexion qui se pose à nous aujourd'hui est importante, à deux niveaux évidents. Elles ont été mentionnées explicitement par Abdullahi. La méta-trajectoire, si l'on peut dire, du devenir des sociétés arabes, arabo-musulmanes, pour faire vite, mais je crois que tout le monde comprend cette identification. C'est un projet, un work in progress, une évolution sur lequel beaucoup de gens ici réunis travaillent depuis de longues années. Donc c'est un travail qui se poursuit, qui a précédé et qui viendra après ce qu'on appellera rapidement le printemps arabe, avec tout le rejet qu'on peut lui apporter. Je rejoins Abdullahi là-dessus. Et la micro-trajectoire, si l'on peut dire, de cet après-printemps arabe qui est déjà en place, qui est importante, c'est une transformation. Et à mon sens, les deux sont clés. Je crois que l'évolution de ces sociétés, ce qui se passe dans la région depuis 2011, marque une rupture historique, dans le sens complet du terme, à mon sens, dans le sens le plus entier de l'histoire. On va, comme je le disais, avoir des perspectives historiques, anthropologiques, sociologiques, philosophiques et théologiques pour éclairer ces questions, qui sont en flux et reflux. Mais je crois que le sécuritaire doit être réintroduit, et notamment dans ce panel sur les pouvoirs et les savoirs et le changement. En convoquant donc cette troisième ou cette autre dimension, je tiens, comme je l'ai dit, à le faire en invitant également un biais qui n'est pas forcément régional. Je précise ma pensée.
Je crois qu'autant il est nécessaire de contextualiser les questions sociétales, religieuses, éthiques, comme on vient de le faire et comme on va le faire, autant souligner l'exceptionnalité de la nature des conflits en cours dans la grande région arabo-musulmane aboutit à une logique qui nie l'universalité de ces transformations. Je crois qu'il y a une espèce d'indexation, d'exceptionnalisme qui fonctionne à rebours. Par exemple, tous ces néologismes que nous avons vus apparaître de façon hyperbolique ces dernières années, le djihadisme, l'islamo-fascisme, autant de néologismes qui d'ailleurs ont très peu de sens dans la réalité, participent de cette indexation en ce sens-là. Et je crois que ne pas voir d'ailleurs des néologismes de manière assez intéressante repris même en arabe. Le djihadisme par exemple, qui contredit tout le versant personnel, donc du djihad, de petit djihad pour faire vite, est repris en arabe. On peut aujourd'hui, sur l'Arabiyya, sur Al Jazeera, entendre parler de djihadiyoun, par exemple, en référence à tel ou tel groupe qui serait en action en Syrie ou ailleurs. Et la normalisation de ces discours participe de cette indexation dont je parlais. Deuxième idée, à nouveau, ne pas voir la trajectoire d'un islamisme militarisé et transnationalisé, tel qu'il a été pensé, conçu, mis en branle en 1989 par Abdullah Azzam, Ayman al-Zawahiri, Oussama Ben Laden, par exemple, et ne pas voir que ce projet d'islamisme radical, violent, participe autant de la transformation de la conflictualité en cette fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, et l'inscrire simplement au compte de ces frontières sanglantes, ces bloody borders dont parle Huntington, c'est remettre à jour, je crois, une forme d'orientalisme également, par le biais de l'expertise sécuritaire. Les mêmes linéaments fonctionnels d'un Arab Mind, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Raphaël Pattaï, trouvent écho, je crois, à mon sens, dans beaucoup trop d'analyses sécuritaires contemporaines, dans l'après-11 septembre, bien entendu, mais jusqu'à présent. Et souvent, d'ailleurs, avec quelques sophistications, et c'est tout le problème, la normalisation de ce discours. Les axiomes, d'ailleurs, de Pattaï, pour les rappeler, les Arabes ne comprennent que la force, sont repris de manière assez explicite par l'administration Bush dans divers plans qu'on verra se mettre en place avec toute la violence qu'on a oubliée, malheureusement, à Bagram, à Abu Ghraib, à Guantanamo. De manière assez intéressante, Hannah Arendt avait un mot qui était exactement l'opposé. La seule chose que les Arabes ne comprennent pas, c'est la force, avait-elle écrit en ce sens-là. Donc ce sont des normes, à mon sens, dont la charge sémantique est éminemment politique. L'islamo-fascisme, par exemple, fait penser à la phrase d'Orwell, l'élasticité du fascisme qui n'a plus beaucoup de sens. Orwell écrivait à ce sujet, "The word fascism has now no meaning except insofar as it signifies something not desirable." Donc voilà, en gros, comment un terme peut être utilisé pour indexer, pour diaboliser, pour une forme d'idéologie radicale, violente, bien entendu, qui doit être rejetée, mais par le biais d'une analyse, je dirais, beaucoup plus clinique et contextualisée de manière scientifique. Donc, loin de ces raccourcis, vous l'aurez compris, qui sont malheureusement trop proches de nous et qui pénètrent les sciences sociales de plus en plus, comment donc appréhender le sécuritaire dans l'ère islamique contemporaine? Comment traiter ces questions de façon clinique? Quel cadre analytique peut-on amener? Quels outils conceptuels peut-on convoquer pour décoder en terre d'islam, si l'on peut dire, ces questions? Alors je reprendrai de manière assez explicite, pour peut-être avoir un débat, en tout cas répondre à ma propre interrogation. Je dirais exactement les mêmes outils analytiques que l'on utiliserait ailleurs. Bien entendu, il ne s'agit pas de dénier la valeur de l'exégèse ou le fait de proposer des systèmes d'explicitation différenciés. Bertrand Badi le fait très tôt et c'est bien, dans les deux États, on peut tout à fait traiter ces questions d'État et de conflit dans ces logiques. Mais je crois qu'à mon sens, la dimension comparative fait encore trop défaut dans le domaine sécuritaire appliqué au monde arabe musulman, et d'évidents parallèles ou corrélations semblent encore, à mon sens, iconoclastes. Là où on peut tout à fait, par exemple, faire un parallèle entre ce qui se passe, disons, au Sahel et ce qui se passe au Mexique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les narcotrafiquants dont on se suffit d'accepter la phraséologie religieuse, alors qu'il y a très peu
de religion derrière ceci. Il y a un islam théâtralisé, que l'on a vu à Gao, à Tombouctou, à Kidal, par des narcotrafiquants au sens clinique de la chose, même s'il y a un habillage terroriste autour de ceci, alors que la même mécanique de subterfuge est en route, par exemple, dans des terreaux comme Ciudad Juárez au Mexique, où la théâtralité d'une violence, des pendus sur une autoroute ici, des gens décapités là, est utilisée en ce sens-là. Ou même la militarisation des réponses étatiques aux groupes qui sont autocapacités. Par exemple, en Algérie, durant les années 90, en Égypte, pendant un certain nombre de temps, même jusqu'à présent, pensez à ce qui se passe au Sinaï, et la même chose, à mon sens, par rapport à des approches martiales qu'on peut retrouver, à nouveau pour rester en Amérique latine, dans les forces spéciales déployées dans les favelas brésiliennes, hélicoptères à l'appui, déclaration de guerre, violence, martialisation de ce contexte. Est-ce qu'on force le trait? N'y aurait-il pas un historique spécifique au monde musulman qu'à trop vouloir chercher un pattern universel on pourrait effacer? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a certes des grandes trajectoires locales, régionales, qui informent la violence dans le monde musulman contemporain. J'en mentionnerai deux, parce qu'elles me semblent étant les plus dominantes. La première, c'est la matrice de la fitna, qui génère des dynamiques, pour reprendre le terme d'Abdullahi, transsociales. Donc, elle est là, elle est présente. Ces divisions qui sont exacerbées au sens existentiel, on le voit en Syrie. On le voit de manière très forte en Syrie, des haines ancestrales qui sont là, et cette question de Sunna versus Shia depuis quelques années, qui est remise en scène, participe de ce mémoriel qui remonte très loin, effectivement. Elles sont portées profondément, malheureusement encore, par les sociétés, ou par certains acteurs, bien entendu, par les sociétés. L'autre grande dynamique qu'on peut corréler régionalement, et à nouveau elle a été mentionnée par Abdullah Naïm, c'est le legs du fait colonial. Et là je le rejoins entièrement. Je crois que le fait colonial, État post-colonial et sa violence inclus, dans cette grande période des 60 dernières années, a généré des dynamiques transnationales. La continuité de la violence coloniale, l'État post-colonial autoritariste, et peut-être même la recolonisation qu'on voit ici et là, certainement en Irak, en Afghanistan, peut-être même ailleurs. Un troisième tropisme régional plus élusif qu'on pourrait mentionner, d'où naît la violence, est celui qui est, à mon sens, aux frontières de la disqualification, du tekfir, de la quête de l'authenticité, al-asala, reproduite dans un mode de disqualification, comme je dis, par certains acteurs. Il se retrouve aujourd'hui dans la violence sociale, par exemple, générée, sourde et moins sourde, dans l'activisme des néo-salafistes, par exemple, tunisiens ou égyptiens ou ailleurs. Pour autant, je crois qu'une considération excessive de ces logiques intra-islamiques, tout puits de sens qu'elles sont, nous fait perdre de vue l'essentiel, à savoir la mutation du contexte de conflit au cours du demi-siècle écoulé. Et là, je passerai rapidement sur ce pan, parce que je voudrais revenir à l'essentiel, mais l'idée est la suivante. Les 20, 30, 40 dernières années, nous avons vu une mutation du type de conflictualité qui est à mon sens universelle. Ce sont les fameuses guerres de la 4e génération, c'est l'absence de prévisibilité dans les relations internationales suite à la disparition de ce référentiel des guerres intra-étatiques. Et puisque ce paradigme se joue, à mon sens, il est parfaitement présent centralement dans les conflits dans le monde musulman. Le traditionnel monopole weberien de l'usage de la force par l'État n'est plus présent, il est battu en brèche, en tout cas de manière assez forte. Une nouvelle grammaire voit le jour, elle est marquée par l'affaiblissement de la matrice étatique et la dispersion dans le temps et l'espace. Ces deux grandes dynamiques sont un paradigme. Les ouvrages auxquels vous avez fait aimablement référence traitent cette question plus en avant, et d'autres, Martin van Creveld, Alfred Munkler en particulier, je pense à ces deux-là, Mary Kaldor, beaucoup de gens ont travaillé sur ces questions, et je crois que ces thématiques doivent trouver leur place dans un débat comme celui-ci en termes de contextualisation. Les discours sécuritaires ambiants sur l'islam étatique et non étatique au nord, au sud, parlent souvent par exemple d'un ennemi qui aurait changé. The new face of this, the new face of that. On entend beaucoup de ce genre d'arguments.
manquant à mon sens de voir que c'est l'architecture globale elle-même qui est en transformation et non pas simplement les acteurs. À l'ancienne, leur tuteur colonial, c'est aussi le cycle des défaites par rapport à Israël. Et cette logique est là en dépit de la présence d'une emphase sur l'importance de l'autorité. Tous les discours sur Sulta, Dawla, Al-Hukm, Al-Qiyada, pouvoir, État, gouvernance, leadership, masquent en fait des États qui sont fondamentalement une coquille vide. Et on l'a vu très clairement ces 2 dernières années. Puis la désétatisation qui est en cours aujourd'hui durant les transitions naissantes. Elle est plus problématique. Là, on a besoin de recréer des États, les capacités des États forts et non pas dictatoriaux, autoritaristes. Voilà que cette problématique hante ce processus. Donc, ça c'est un premier point qui explique la présence de ce paramètre universel que je présentais dans la zone arabe. Le deuxième, il est assez intéressant à mon sens, c'est que le paradigme des guerres nouvelles, tel qu'on l'a présenté, est particulièrement accéléré et mis en scène par des groupes non étatiques islamistes. Je pense bien entendu à Al-Qaïda, qui a une activité révolutionnaire en ce sens-là. Elle fait la jonction entre les guerres classiques en Afghanistan et tout ce qu'elle fait par la suite jusqu'au 11 septembre, au-delà, Madrid, Londres, les franchises, la privatisation, jusqu'à l'individualisation telle qu'on l'a vu récemment, Londres, Boston, etc. Al-Qaïda naît dans la guerre et accélère ce mouvement par rapport à ça. Troisième et dernier paramètre qui explique pourquoi cette conflictualité a lieu et visible plus dans la zone, la réaction des puissances occidentales se joue également sur le terrain islamique. Afghanistan, Irak, Libye, Mali, Yémen, Somalie deviennent les terrains de ce jeu, de cette incessante praxis de la prédation, toujours libérée plus en avant, ensauvagée, j'ai envie de dire, et on voit ensauvagée de part et d'autre, bien entendu, aux horreurs de Abu Ghraib répondent les décapitations d'un Abu Mus'ab Zarqawi, et on voit ce jeu de fuite en avant être constamment là. 2 points que je préciserai sur cette réaction étatique occidentale: la normalisation de l'ingérence. On voit de plus en plus ces 20 dernières années cette intervention devenir, en dépit de son aspect problématique, en particulièrement durant la période de reconstruction, certaines normalisations. On peut citer un certain nombre de ces interventions et les pays que j'ai mentionnés en ont fait l'objet. Et puis surtout la routinisation de la question des drones. Et là, je crois que c'est un point important dont je déplore l'absence de débat. On en entend parler, on voit toutes ces questions, mais nul débat sur cette forme d'impunité. Juridiquement, un début de débat, cette chasse à l'homme moderne, comme l'appelle Grégoire Chamaillou dans un trop rare travail, la théorie du drone sur cette question, et je crois que cette recodification se multiplie. Quelques chiffres pour vous donner une idée: 434 frappes depuis 2008 au Pakistan, en Afghanistan, au Yémen, en Somalie, 2 ou 3 au Sahel. La France achète des drones aux Américains, la Turquie va lancer le sien, il s'appelle Anka, Phoenix. Une normalisation de cette pratique. En conclusion, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je dirais que le contexte sécuritaire en islam, et cette phrase est malvenue, mais vous comprendrez ce raccourci, n'est donc pas simplement le fruit de quelques dystrophies sui generis, spécifiques à notre région. En tant qu'arabe et musulman, je peux dire ça, mais elle est bien, le produit d'une évolution historique cumulative, deuxièmement, d'un contexte, d'une grammaire nouvelle, certes une conjoncture, comme on le disait, de plus en plus malheureusement détériorée, et puis surtout la désétatisation. La Syrie nous amènera sur ce terrain, on pourra en reparler. Je m'arrêterai sur ces conclusions et je voudrais simplement vous citer le mot d'Achille Mbembe, le philosophe camerounais, dans son très bel ouvrage Sortir de la Grande Nuit, qui me fait penser que Sortir de la Grande Nuit, un essai sur l'Afrique décolonisée, Sortir de la Grande Nuit, à mon sens, veut également dire se réapproprier le géopolitique. Or, cette réappropriation du géopolitique pose problème aujourd'hui. Il écrit, en parlant de ce besoin de réinvention, l'on ne peut réinventer que si l'on sait regarder à la fois en arrière et en avant. Car là où tout ce qui a débuté dans le sang s'achève dans le sang, les chances de recommencement sont amoindries par la hantise de l'horreur du passé. Il est difficile de réinventer quoi que ce soit en reconduisant tout simplement
contre autrui, pensez à la Syrie, la violence qui fut autrefois déployée contre soi. Il n'y a pas de façon automatique de bonne violence qui devrait succéder à une mauvaise violence, l'ayant précédée, ou qui devrait en tirer sa légitimité. Chaque violence, la bonne comme la mauvaise, vient toujours consacrer cette disjonction. À partir de cette citation, je dirais, pour clore, que réinventer la citoyenneté en islam, c'est aussi se réapproprier le géopolitique et libérer la violence de ce cercle vicieux dont parle Achille Mbembe ici. Je vous remercie pour votre attention.